Salut salut, bienvenue sur Another Homepage, comme toujours c'est Nils, et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre script shell visant à faire du DNS dynamique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, et j'espère aussi que vous êtes prêts pour cette séance plus orientée script shell, suite à l'épisode de la fois précédente, où on avait justement mis en place un environnement de test, un environnement avec un serveur DNS de test, dans un réseau justement de test, pour pouvoir justement tester. Donc, comme à mon habitude, je vais vous pointer vers le projet en question, puisque on ne part pas d'une page blanche, on a déjà quelques épisodes, et ce projet est tout simplement sur GitHub. Je vais le poster dans les liens du live. Salut Snacks, j'espère que ça va. Donc le voici. Bon, je ne vais pas le remettre dans les liens du live sur le Discord, dont vous pouvez retrouver l'adresse en dessous d'ailleurs. D'ailleurs, l'occasion de vous rappeler qu'en faisant point d'exclamation socials sur la chaîne, eh bien, vous pouvez aller voir ma page perso qui regroupe tous les réseaux sociaux. Et on évite d'éternuer en live. Ah bah écoute, si ça va, Snacks, c'est le principal. Alors, en plus, je sens que j'ai le nez pris. Et bien entendu, il faut que ça m'arrive au moment où je démarre le stream, sinon c'est pas drôle. Alors. Je disais donc, hop, la page du projet sur GitHub, et on peut voir qu'en gros il y a surtout un fichier de configuration d'exemple, un fichier SH, un petit README qu'il faudra d'ailleurs compléter, et la licence qui est normalement BSD 3 clauses. Donc en gros, je vais pas dire que c'est open bar, mais c'est quand même assez permissif. Normalement, tout le monde devrait pouvoir y trouver son compte. Alors, avant de démarrer, ce que je voudrais vous montrer, c'est un autre truc dont on m'a donné le lien il y a pas très longtemps. C'est un autre projet qui a un objectif assez similaire, pour pas dire identique. Et d'ailleurs, je vais aussi vous le mettre sur le Discord. Enfin, pas sur le Discord, mais dans les liens dans le chat Twitch. Hop, voilà. Et en fait, c'est un projet similaire. Je vais vous demander un petit instant, parce que c'est en train de me... comment on dit? C'est la moutarde qui me montonnait. A tout de suite.
Et me revoici, me revoilà. On va espérer que ça aille mieux. Ça m'embêterait que ça empire. Parce que bon, j'ai quand même envie de passer... un bon moment avec vous. Donc, où en étais-je? J'en étais à vous parler tout simplement de ce projet. Et justement, salut Manu, j'espère que tu vas bien. Et effectivement, puisque c'est Emmanuel qui nous avait proposé ce lien. Et merci Snacks. Dankeschön même. Donc, c'est un projet qui... Ah bah, tiens, en plus, il y a eu une mise à jour. Il y a eu un commit il n'y a pas longtemps ou... Ah bah ouais, tiens, hier. Update to prove liveliness. Donc, en gros, ce script cherche à résoudre finalement le même souci que moi, c'est-à-dire une machine avec une adresse IP dynamique. Enfin, c'est même pas un script, c'est un programme, parce que c'est fait en C. Donc on a une machine avec une IP dynamique, on ne veut pas utiliser des services comme DynDNS ou noip.org, et voilà, on a notre propre serveur DNS. Et donc l'idée, voilà, c'est de faire en sorte que ce genre d'enregistrement soit mis à jour régulièrement. Donc moi, effectivement, je vais me baser sur NSUpdate, mais Faelis n'a pas souhaité choisir cette voie, ce qui est intéressant, je trouve. Et donc, en gros, il y a deux soucis qui semblent posés par Faelis, qui sont que d'abord, le client peut changer n'importe quoi dans la zone DNS, et pas seulement son propre enregistrement. Alors, dans la mesure où ce code a visiblement un peu plus d'une dizaine d'années, c'était peut-être valide à l'époque, mais je ne crois pas que ça le soit encore. On revérifiera peut-être la configuration du serveur DNS que j'ai fait en test l'autre fois, mais je crois qu'il y a moyen de limiter justement les droits. Et le client qui doit quelque part, d'une certaine manière, trouver sa propre adresse IP avant d'effectuer la mise à jour. Et ça, par contre, c'est un souci qui est complètement valide. Et justement, on en avait parlé en début de projet, et tout le monde avait fourni quelque part une URL différente. Enfin, il y avait facile 3-4 URL différentes de différents services qui vont vous répondre à votre propre IP public. D'ailleurs, vous pouvez retrouver, alors je vais encore faire de la pub pour le Discord qui est là, et il y a normalement dans un des channels du Discord une liste comme ça de services pour fournir sa propre adresse IP. Salut à toi Nidouille, j'espère que ça va bien. Bah tiens, on va en profiter, on va faire tout de suite le petit shootout à Nidouille. Donc c'est gentil de passer, même si c'est en speed. Et pour celles et ceux qui n'ont toujours pas posé vos follow chez elle, allez-y de ma part. Bon, je vous cache pas qu'il y a des chances que je refasse une pause, mais on va essayer de la faire le plus tard possible. Et si jamais ça devient trop compliqué, je risque de mettre fin de façon un peu plus tôt que prévu au stream. Mais on va espérer que ça se passe bien. En fait, je suis en train de me transformer en corne d'abondance au niveau du nez. Donc je pense que c'est juste un petit rhume, juste peut-être une petite crise d'allergie, mais c'est pas grand chose. Mais c'est juste que c'est pas très agréable pour moi d'avoir le nez pris. Non, là honnêtement c'est juste le nez. Hein. C'est juste, je pense que c'est allergique. Mais toujours est-il que si pour moi ça devient difficile, je risque de m'énerver facilement et je risque de pas être agréable à l'écran, ce qui est un peu dommage en fait. C'est surtout ça. Moi je viens streamer par plaisir et j'ose espérer que mon plaisir est communicatif. Donc
Si à un moment je commence à devenir agacé par autre chose que par de la technique, c'est un peu dommage. Vous n'êtes pas là pour me voir m'agacer pour autre chose que pour de la technique. Puis il y a s'agacer et puis il y a vraiment... Enfin voilà. Donc, alors, le premier souci peut être contourné avec le serveur qui délégate... Oui, oui. Donc en fait, l'idée là, c'était de déléguer en fait la zone, une zone qui répond à l'enregistrement qu'on veut mettre à jour, de façon à ce que effectivement seule cette sous-zone soit impactée. Alors, bah, donc je vais aller regarder tout de suite d'ailleurs, tiens, sur la machine de test. Var /root nemd etc. Non, je voudrais nemd.conf. Et en fait, normalement, voilà, normalement, le grant ne devrait permettre de ne mettre à jour que ce bout-là. Je sais pas si on peut aller nemd.conf grant. J'aurais aimé retomber sur le bind ARM, qui est donc l'administrator, je sais plus pour le R, manual. Je pense que je vais chercher ça en fait. C'est une ressource toujours pratique. Administrator référence manual. Voilà. J'ai quelle version de bind là-dessus? Ça va être nemd en plus. Nemd. Bah alors, le contrôle doux. Et on est sur la version 9.14.7. Donc à la limite, on peut aller jeter un œil ici. Et on doit pouvoir sélectionner... Non, on n'a pas la sélection de la version? Ah si, en bas. 9.14.7. 9.14.7, on ne l'a même pas. J'ai des 9.19, 9.18, 9.16. Bon, c'est pas grave. Je pense que de toute façon, l'option... On va zoomer un petit peu, histoire que vous y voyez quelque chose. Et on va aller chercher le mot grant. Tac, tac, tac. Zone statement, grammar. Zone view. Donc voilà, on a une conf de zone. Bon, comme toujours, hop. Et c'est dans l'update policy. Donc c'est pas dans la zone. Il n'y a pas des trucs d'update policy? Si, il y a un update policy local deny grant. Ok. Hop, ça spécifie une simple secure update. Dynamic update policies. Voilà, donc on peut faire un allo update et un update policy. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais un update policy. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, si on décide de... en fait, on n'a plus forcément besoin d'avoir une zone comme ça. Une zone avec juste l'enregistrement qu'on veut modifier. Tiens, d'ailleurs, il y a les petites typos. Example au lieu de example. Mais toujours est-il que il y a maintenant des options dans Bind pour pouvoir faire ça. Alors après, moi j'ai utilisé Bind. Je ne sais pas si d'autres serveurs DNS peuvent faire ce genre de choses. Il est probable que oui. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si les autres serveurs DNS connus sont capables d'avoir ce
comment dire, ce niveau de granularité sur les droits de mise à jour via NS Update. Et là, il est question de faire un reverse engineer d'une partie du routeur NAT pour extraire, ouais, ou de demander, voilà, moi c'est ce que je fais, hein, asking sandbox on the internet, qui en l'occurrence est une machine que je contrôle. Donc là, elle en propose un autre. Je ne vais pas cliquer dessus parce que je ne veux pas vous montrer mon IP public. Un autre truc aussi, vous remarquerez que ce projet-là ne parle que d'un enregistrement A. Idéalement, nous, à terme, on veut de l'IPv4, mais aussi de l'IPv6. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce que je me dis, pour plusieurs... en fait, je trouve ce projet assez sympa. Je ne l'ai pas encore testé. Mais je me dis que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs manières de gérer un souci similaire. Et donc, je vais continuer, moi, mon projet. Mais je pense quand même que ça vaut la peine de regarder ça. J'ai pas cherché à le compiler. Je pense que ça pourrait être intéressant à l'occasion. Mais je vais pas m'y mettre tout de suite. Voilà. Et je vais vous laisser. Hop. Je vais vous laisser ça là un instant. Pas de soucis, Nidouille. À tout à l'heure. Alors, donc, merci beaucoup. Ouais, la rhinite. Donc, nous avons notre projet qui est là. Nous avons notre serveur de test qui est là. On va pouvoir faire un petit tail-zef. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pkgin ccz2. Et ensuite, si je fais un tail-n, un var nmd var log. Ah non, tiens, j'ai pas de log. J'ai pas de log. A priori, je n'ai pas configuré le login, donc si ça se trouve, si je fais var log messages, est-ce que j'ai un truc là-dedans? J'ai du ntpd. A priori, le nmd aussi, dans messages. Donc, zef var log messages et ccz2 -a. Voilà. Et à la limite, hop. Pour le moment, voilà. Ah mais non, je veux pas le stopper. Hop, voilà. Non. Décidément, ce soir, je crois que le cerveau est en train de s'enfuir. Donc, nous avons... Non, toujours pas. SH. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Et on va prendre le vrai. Voilà. Tac. Comme ça, on a de la coloration syntaxique partout. Poum poum poum. Nous disons donc... Est-ce qu'on testerait pas notre script? Pour l'instant, il lance main, il fait un écho de current IP.
On a le mutex. Main part of the script should be here. Update record. Donc en fait... Ah oui, j'avais laissé une fonction main un peu à la con. Il faut que je fasse un get current IP. Donc ça, je l'ai. Et ensuite, il faut que je l'envoie à... il faut que je l'envoie à update record. Ceci étant... J'ai pas utilisé... Ah ouais, j'ai que des... je crois que mes variables sont toutes globales, donc ça devrait le faire. Donc je peux avoir un current IP, donc on n'est même pas obligé d'afficher. Et au lieu de la fonction main, on peut utiliser celle qui s'appelle update record. Update record. Sauf que... Sauf qu'il va nous falloir -c. On va la tenter comme ça. On va venir ici. On va aller dans... Et je fais un // dnsupdatebot.sh -c / ce truc là. Mais avant, je veux être sûr que 53 ddns.key, ça doit pas être le bon endroit pour le fichier. Salut Freedom X86, j'espère que ça va, j'espère que tu as passé une bonne journée. On a un nsupdate.txt qui est là. Et on a un ddns.key qui est ici. Ok. Donc, il faut que je mette à jour l'emplacement. On va mettre le chemin absolu. Hop. Tac. Salut The, j'espère que ça va. DNS serveur, ça on s'en sert pas finalement, je crois. Ah si. Mais c'est pas lui qu'il faut. C'est pas lui qu'il faut. C'est lui qu'il faut. Hop. Voilà. Tu crois qu'avec tes couleurs, on va croire que tu es sur un truc à la mode? Ok. Alors. Ah, mais c'est que je l'ai 2 fois, en fait. Voilà. Le FQDN, il faut qu'on le mette aussi. Si on met pas le bon, ça va pas le faire. Et on avait mis ça. Hop. Et normalement, on va faire comme ça, donc sans le point ici. Puisqu'on a bien le point. Hop, je vais highlight le point, il est là. Juste après le FQDN. Et là, pareil, le FQDN, il est bon. Il y a un point après la zone. Ça, c'est cool. Ok. Le TTL, on est bon. Et la zone, de fait... Hop. C'est vrai que ce serait pas mal si j'arrivais à faire en sorte de pas avoir à... Comment dire, de pouvoir deviner la zone depuis le FQDN. Mais je pense que ça va être un peu compliqué et que ce sera plus simple comme ça. Bon, bah, je crois qu'on a tout. Hein. On va la lancer, notre commande de... DNS-C. Ok. Donc, le record type unbound variable. Déjà, il y a un souci. J'ai une variable record type qui est unbound. Ah oui.
Donc il faut que je fasse un... faut que je fasse un -4, voilà. Donc là, normalement, si je vais regarder ici, qu'est-ce qu'on a eu? Updating zone. On dit Michel. Michel, pas mal, pas mal. On est presque au niveau de Manon. Donc, il a effacé les RR7. Ok. Tac, tac, tac. Il met à jour. Pardon. Il met à zone la jour. Non, il met à jour la zone. Il rajoute un record pour ça. Et a priori, il envoie des notifies. Alors la question que je me pose maintenant, c'est si je vais dans ETC. Voilà. Vous remarquerez que là, on n'a pas de changement. Or, si je fais un dig at 127.0.0.1 moins TA moins moins TA et ben point dynamique DNS test, vous remarquerez que il m'a mis bien, il me renvoie bien 53.1. Voilà, on peut même le faire en short à la limite. Hop. Enfin, je dis pas qu'il faut le faire en portant un short, mais on peut utiliser plus short. Et hop, et on a juste lippé. Et en fait, c'est un truc, d'ailleurs, je me demandais s'il était possible de configurer un serveur DNS classique, que ce soit un bind ou autre, pour que lorsqu'on fait une requête DNS, est-ce qu'il y aurait moyen de faire une requête DNS particulière vers le serveur DNS et qui nous renvoie notre adresse IP publique? Que en gros là, avec ma machine physique, si je faisais un dig particulier vers le serveur DNS qui est en IP ifconfig vio if0 tac, qui est en IP 5353, et ben il m'envoie un truc et il me répond que je suis 53. Et que si le truc était sur internet, il me renverrait de fait l'IP public. Ou alors, si ça se trouve, il faudrait que j'aille regarder dans le code source C de Faelis, et il y a peut-être des choses dedans qui pourraient m'aider à mettre en place ce genre de choses. Mais bon, on part sur une récupération de l'IP en HTTP. Je ne vais pas changer de méthode en cours de route. Donc, nous avons... D'ailleurs, ce qui est assez marrant, tiens, tenez, on peut vérifier un truc. Hop, vous remarquerez que le serial ici, en fait, le but de pouvoir demander à un serveur DNS quelle est ma propre IP publique, c'est que une requête DNS, d'une part, c'est bien souvent de l'UDP, ça se fait aussi en TCP, mais ça a une charge utile qui va être beaucoup plus légère qu'une requête HTTP, voire HTTPS. Alors je sais qu'avec avec HTTP 3, on va avoir des trucs comme Quick. Je ne sais pas qu'est-ce qui serait le plus rapide entre une requête HTTP 3 et une requête DNS simple. Après, l'inconvénient, c'est que, par exemple, faire une requête DNS directement selon le réseau dans lequel on est, peut-être que ça n'est pas autorisé au niveau filtrage, alors que
Aujourd'hui, on a plus de facilité, même via des proxys. D'ailleurs, c'est peut-être une fonction qu'il faudrait que j'ajoute dans ce script, pouvoir gérer un proxy. Même avec un proxy, on arrive quand même à facilement sortir en HTTP ou en HTTPS. Donc ce qui est amusant, c'est on peut voir que là, mon serial il se termine, donc c'était 17 septembre que je l'ai fait, et le serial se finit en 04. Et on peut voir que lorsque notre serveur a été mis à jour au niveau de son enregistrement, il a lancé un serial qui est plus haut. Ah oui, bien sûr, juste de documenter les variables d'env pour l'utilisation de proxy. En fait, maintenant que tu le dis, quelque part, on l'a déjà en place. On l'a déjà en place parce que... Voilà. J'ai une variable qui est vide pour rajouter des options à curl. Donc on peut mettre ici une option avec un proxy. Donc effectivement, quelque part, en fait, la fonction existe déjà. Merci The. Donc, ce qui est intéressant, hop, pour en revenir, c'est que ici, le serial a été incrémenté de 1. Alors, il envoie des notifies, mais je me demande bien à qui il les envoie. En théorie, il serait tenté de les envoyer. Normalement, il devrait les envoyer, je suppose, à des serveurs DNS secondaires. Toujours est-il que voilà, le serial a été incrémenté par. Donc en fait, quelque part, le fichier. Hop, donc je vais revenir plutôt ici. Le fichier ici, finalement, ce fichier-là, bah, il est plus tout à fait à jour. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si je fais un petit ls, vous remarquerez que j'ai un deuxième fichier qui s'appelle dynamicdns-test.jnl. Je suis curieux de savoir. Alors j'ai pas creusé le truc, mais visiblement, je pense que si je fais un 4 dessus, je vais avoir du binaire. Hein. Ou presque. Bind log v9. Alors la question que je me pose, c'est s'il y a moyen, à partir de ce fichier, de reconstituer un fichier de zone. Parce que là, aujourd'hui, en fait... Là, aujourd'hui, si je viens modifier le fichier de zone à la main, il va y avoir des soucis. Faut que je fasse un freeze de la zone, que je fasse mon édition, et qu'ensuite, je fasse alors pas un reload, mais un truc qui va dire la zone n'est plus gelée. Voilou. Donc déjà, cette première, on va dire, ce premier point fonctionne. Par contre, il faudrait que je dise... il faudrait que je donne une erreur. On l'a vu, hein. Hop là, non. Hop. On l'a vu quand j'ai lancé le script tout à l'heure. Vous voyez, il me dit link 63, unbound variable. Ça, j'aimerais qu'il me hurle dessus d'une autre manière. Ce que j'aimerais, c'est qu'il me hurle dessus que, en gros, j'ai oublié l'option -4 ou -6. Et en gros, il le fait, on a dit ligne 63. Ah, c'est quand il arrive là, quand il fait l'update record. Donc en fait, c'est quand il arrive là qu'il dit au fait la variable n'est pas initialisée. Ce qui veut dire que ce que je peux faire éventuellement, c'est initialiser la variable, mais à une valeur vide. C'est record type égale hop.
Voilà. Donc... Tac. Et où est-ce qu'on va balancer l'erreur? Eh ben, on va la balancer en dessous, ici. On a dit record type. Then die, et on va dire critical. Ouais, non, on va éviter de faire des messages trop longs. Hop. To use, plutôt. Voilà. Non, c'était pas end. Hop, c'est fi. Ça on peut enlever, ça on peut enlever, ça on peut enlever. Et je suspecte que ma fonction main, qui sert plus à rien, il y a un autre truc qu'il faut vérifier, c'est le fichier, le key file. Le key file. Et je pense qu'en fait, il va falloir que je mette ici tout un tas de checks. Mais est-ce qu'on ne devrait pas les mettre ailleurs? Parce que j'ai ici un check binaries. Je vais déjà commencer par les écrire et puis on verra si on ne peut pas les mettre dans une fonction après. Donc, si je fais un if de... je disais key file. Donc if -r, hein, puisque on veut au moins accéder en lecture de $. Hop, key file. Then tsig key file not. Oups là, j'ai oublié le critical. Hop. Not found. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres variables comme ça? Alors on pourrait effectuer peut-être d'autres checks, donc vérifier par exemple que cet enregistrement existe, que cette zone existe, que le serveur peut être contacté. Et comme a priori c'est le serveur de la zone, d'ailleurs j'aurais même tendance à vouloir mettre les options dans un autre ordre, c'est ça, puis ça. Voire même, hop. Oh, remarque, non, le TTL, on s'en tamponne. Enfin, on tamponne. Tiens, je vais descendre le TTL, je vais le mettre à 30 secondes. Voilà, hop. Parce que si je me rappelle bien, si on revient là... non,
plutôt ici. Si je refais un dig, hop, on va enlever le plus short. Hop. Et en gros, il est censé... Voilà, il nous donne le TTL. Donc là, en toute logique, si je relance à nouveau... non, pas ici, ici. Si je relance à nouveau le script, donc l'IP ne va pas changer, on est d'accord. Par contre, le TTL, lui, devrait changer. Ah, non, tiens, il me dit TC file not found. Comment ça, il n'arrive pas à lire le fichier? Pourtant, il est... ok. Alors, où est-ce que je me suis trompé? Bah oui, bien sûr que je me suis trompé. Personne ne me l'a dit. Personne ne m'a dit qu'en fait, il fallait dire que si jamais il n'est pas lisible. Voilà. Et là, on peut voir qu'il a mis... Alors, par contre, un truc, je pense que je vais enlever ça. Cet affichage-là. Hop. Tu as tendance à mettre le... Ah, c'est pas bête. Allez. Comme ça? Ou avec un espace, j'ai un doute. Un espace, ok. Hop. Merci. On va revérifier. Je le relance. Bon, ça n'a rien changé, mais... Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il a... est-ce qu'il m'a fait des... Comme ça, c'est le shell qui negate le status code. Ok. On va le relancer une dernière fois juste pour tester. Est-ce qu'il me... Hop. Il dilate, il ajoute, mais a priori, comme il n'y a pas une modif... Il n'a pas fait de nouveau serial. Ce qu'on peut tenter de faire, juste pour vérifier, c'est si je fais un TTL de 45 secondes. Je relance le truc. Il m'a bien mis à jour le TTL. Ok. Et effectivement... Donc en fait, si jamais vous lancez ce truc, genre si jamais vous le mettez en timer systemd ou en cron job, j'ai presque fait criser quelqu'un comme ça. Je vous raconterai après. Donc, si quelqu'un décide de mettre ce script dans un timer systemd ou dans une cron tab, eh bien, on peut le mettre genre toutes les 5 minutes ou toutes les, peut-être même plus souvent si jamais ça nous chante, mais je pense que toutes les 5 minutes c'est suffisant. S'il n'y a pas de... comment dire, s'il n'y a pas de modification à l'enregistrement existant, que ce soit effectivement le TTL, l'adresse IP ou autre, eh ben, il n'envoie pas, il n'incrémente pas, le serveur DNS n'incrémente pas le serial, et donc il n'y a pas de notify qui est envoyé. Donc c'est plutôt rassurant. Comme ça au moins c'est quelque part ça déclenche pas des envois de messages supplémentaires. Et ça c'est très cool. Et donc oui, la blague c'est que je discutais avec quelqu'un et la blague, ça a été que c'était... alors ça commençait avec une discussion sur les limites qu'on peut trouver sur un système d'exploitation, enfin en tout cas les limites, pour celles et ceux qui connaissent ulimit sur Linux, où vous pouvez comme ça avoir des limites de ressources pour, pour notamment des ressources de type nombre de fichiers ou autre. Généralement, c'est assez utilisé pour le
le nombre de fichiers, qu'un utilisateur peut ouvrir sur un OS. Et il se trouve que avec l'arrivée de systemd, le fichier etc_limits.conf, même s'il existe toujours, il n'est plus forcément pris en compte. Et donc, ce qui est recommandé, si par exemple vous avez un utilisateur pour un service qui est démarré via systemd, via une unité systemd, et systemd gère les limites. Et donc, il faut faire un override de votre unité systemd à l'aide d'un fichier supplémentaire pour dire, au fait, limite-moi le nombre de fichiers, ou alors fais sauter la limite. Ce qui est généralement ce qu'on va avoir tendance à faire. Et en fait, il se trouve que... donc déjà, lorsque j'ai indiqué ça à la personne, et que la personne s'est rendue compte que c'était effectivement ça, ça a été encore un énième rant contre systemd, et j'ai fait, bon bah écoute, accroche-toi bien à ta cron tab, parce qu'aujourd'hui il y a les timers systemd, hein. Et pour l'anecdote, sur une machine, justement sur une machine que j'ai en IP dynamique, et qui utilise la version, comment dire, la proto-version de ce qu'on est en train de faire, et j'ai carrément désinstallé cron, j'ai plus de cron tab sur ce système, tout est géré avec des unités systemd. Bien entendu, c'est une Fedora. Voilou pour la petite anecdote. Bien, donc, nous avons vérifié que le tsig... Je te voyais mal faire ça sur une BSD. Oui, effectivement, j'aurais pas fait ça sur une BSD. Systemd... Oh, c'est juste du troll, mais Manu, systemd sur certains BSD, ça existe déjà, ça s'appelle launchd. Et peut-être, enfin, histoire que plus de gens comprennent, launchd, c'est le système d'init sous macOS. Et beaucoup de gens semblent énoncer que launchd est l'une des inspirations de Lennart Poettering dans la création de systemd. Donc ce que je voulais, c'était éventuellement contrôler que le serveur DNS existe, la zone aussi, et le FQDN. Et on nous annonce que Lennart a passé en revue beaucoup de systèmes d'init pour concevoir systemd. Ce qui finalement est une bonne chose. On pourra peut-être lui reprocher certains choix, mais s'il a passé en revue de nombreux systèmes existants pour pouvoir se dire finalement il faut que j'aille faire mon 15e standard, plein de dollars fous, pipe fou, de points variables. Alors, je ne pense... Alors, j'hésite. J'hésite pour principalement une raison. C'est que au début... Ouais, alors je vais te dire, j'hésite parce qu'on vérifie quand même que le fichier de conf existe. Mais si la variable n'existe pas, effectivement, ça pose un problème. Néanmoins, il n'y a pas que l'absence de la variable à checker pour moi. Il y a aussi le fait que
que la valeur de la variable, dans une certaine mesure, soit pas complètement comment dire, complètement idiot. Alors c'est pas comment dire, ce serait juste s'assurer que le truc existe. En fait, c'est-à-dire que tu vois, là, l'idée c'est que la variable DNS server, on la met pour mettre, pour mettre le serveur DNS auquel on va s'adresser pour lancer la mise à jour. À la limite, est-ce que juste faire un ping moins C1 ça suffit, ou est-ce que envoyer une requête pour vérifier que ça répond ça suffit? Ou alors on se dit YOLO. Hi Undoc. Welcome to my stream. Unfortunately, this is a French-speaking stream. I'm sorry, I won't switch to English. But you are welcome to stay if you want. But I will still speak French. And if you wish to have a look at the source code, you can. I'm just going to give you the URL of the repository right here, and you can have a look at the source code at any time you want. Tu t'attends à ce que cela réponde. Oui, effectivement, je m'attends éventuellement, voilà, qu'un ping moins C1 ou que, mais à la limite peut-être pas un ping, mais tu envoies une requête et tu t'attends à ce que la requête soit envoyée correctement. Salut à toi, Silence des Agneaux, et merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Salut Manon, bah écoute, ça va. Je commence à avoir des petits soucis de nez qui coulent. J'ai l'impression que ça se calme un peu et ça fait du bien. Salut Alain, j'espère que tu vas bien. Pour le moment, je pense que les checks de, comment dire, les checks de vie du serveur DNS, que la zone est valide, ce genre de choses là, on les fera peut-être plus tard, mais dans un premier temps au moins s'assurer que les variables ne soient pas vides, ça peut être pas mal. Et je pense qu'on va tout de suite d'ailleurs mettre ça dans une fonction en fait. On a un usage, on a un check binaries et on va faire un checks. Oui, ça script shell, comme demandait Silence des Agneaux, ça script shell ce soir. Donc, petit retour, on a démarré un projet de script shell qui permet de faire de la mise à jour dynamique d'enregistrement DNS via la commande NSUpdate. Donc on fait en quelque sorte un gros wrapper autour de NSUpdate. Et donc, de toute façon, j'ai posté il y a quelques instants à nouveau le lien. Donc vous pouvez jeter un œil à là où j'en étais la semaine dernière. Et là, on avance un petit peu. Si jamais je veux vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a déjà. Hop. On a déjà 2-3 petites bricoles. Voilà. Bon. Allez. Hop, on revient ici. Donc, more sanity check. D'ailleurs, je pense que je vais appeler la fonction comme ça d'ailleurs. On va pouvoir merge request ton code. Bah oui. Bah oui. Tac. Allez. Tout ça. Hop. Voilà. Ça dégage. Et...
hop, ici. Et on fait sauter ça. On va voir même, hop. Alors, on en était à... On disait... bah c'était The qui proposait de faire ça. Hop. Dollar... Alors je vais écrire littéralement dollar fou, c'est juste... Tac. Non, juste ça. Voilà. Et on disait ensuite... Die... Non, c'était ici. C'était ici. Voilà. Donc, il nous faut IP check service. Alors, la question que je me pose... c'est... c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une boucle pour toi, parser la command line et vérifier les variables après, ça va bien ensemble, plutôt qu'une fonction séparée à côté. Ça se tient après j'ai envie de dire, on a les sanity checks juste après le parsing. Remarque, on a le check binaries qui est avant. En fait, je me demande, je crois que j'avais vu un truc comme ça il y a des années. Malheureusement, j'ai bien entendu plus le code sous la main, sinon c'est pas drôle. Je crois qu'il y avait moyen de faire une liste en bash. Alors par contre, c'est pas du portable, je crois que c'était du bash only. Et on pouvait avoir une liste avec des valeurs dedans et faire en sorte que ces valeurs soient en fait des variables. Et que comme ça, j'aurais juste une boucle for à faire et je pouvais ensuite dire, au fait, la variable... Ouais, tu vois ce que je veux dire, Manon? Alors non, pas une commande qui récupère le contenu d'un fichier de conf. Ce serait juste de dire, par exemple, on pourrait dire option config options égale... Et là, on a IP underscore check service. On aurait aussi DNS server zone. Allez, DNS server zone. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû l'appeler DNS zone. Alors, qu'est-ce que nous propose The foo égale bar égale 42 echo dollar. 130. Alors. Alors attends, tu fais un foo égale bar égale 42. Mais du coup, tu as une variable qui s'appelle foo, une variable qui s'appelle bar. Et si tu fais $, point d'exclamation foo, c'est censé te rendre quoi? Tiens, je vais le faire dans un foo égale bar égale 42. Je fais un écho de hop foo. Il me renvoie 42.
Et... Ah tiens, je vais le tenter aussi, tiens. Hop. Sauf qu'au lieu d'un die, je vais mettre un écho. Bla missing, bli missing. Bah voilà, exactement ça, The. C'est fantastique. Bravo à toi. Donc c'est bien le point d'exclamation, ok. Hop, allons-y. Donc, fort. Bah écoute, ça a l'air de faire le job. Hein. Attends, on va vérifier avec un truc. Si je l'appelle, bah si je mets fou avant, tiens. Il dit juste bla missing, tu vois. Ah oui, par contre, effectivement, ça n'est pas portable sur d'autres shells. Après, je fais du bash. J'assume complètement que ce sera pas compatible avec autre chose que bash. C'est complètement assumé. Je comprends que des gens veuillent faire des scripts qui soient portables, entre différents interpréteurs de commandes. Ça ne me pose pas de problème que des gens écrivent des scripts qui soient portables comme ça entre plusieurs interpréteurs. Moi, je fais le choix pour ce script-là qu'il ne soit pas... J'ai un USR Binance Bash, en effet. Donc, fort, on va mettre config opt in. Alors dans ce cas-là, ce serait peut-être essayer de faire du parsing de fichiers ini, je pense, Manon. Non ? Zone, qu'est-ce qu'on avait d'autre? FQDN, TTL. Et je crois que les options curl... Ah si, il va peut-être falloir que je le... Ouais, il va peut-être falloir que je le rajoute, le curl extract. Ou alors je l'initialise. Ouais, je vais le faire ça, je vais l'initialiser ici. Et je l'avais appelé curl extract. Voilà, comme ça au moins, on s'embête pas la vie. En PowerShell, t'aimes bien le fait qu'on puisse écrire du JSON dans le texte et le récupérer de façon native par le langage. Je suis un peu fâché avec JSON. Il y a un truc qui m'énerve avec JSON. Si je me rappelle bien, enfin, il y a deux choses qui m'énervent avec JSON. Tu peux pas mettre de commentaires dans un fichier JSON. Et l'autre truc, c'est que quand tu as plusieurs valeurs, tu mets une virgule à la fin pour revenir pour aller ensuite. Et le dernier élément, tu peux pas lui mettre une virgule de mémoire. C'est un peu, ça m'embête un peu.
Parce que de fait, si par exemple tu maintiens un fichier JSON dans YAML, c'est bien. Ouais, mais il y a des fois, tu fais des fichiers, tu te retrouves avec des fichiers en JSON. Pour des raisons, selon les logiciels que tu utilises, des fois. Très bien. Si je relance le script. Ah, IPv4 only, not implemented yet. Ah, oups. Peut-être falloir que je l'enlève, ça. Voilà. Bon, par contre, IPv6, on l'a pas encore implémenté. Et toujours un ligne 71 invalide direct expansion. Ligne 71. Qu'est-ce qu'on a fait? Salut Mister Slayer. J'espère que ça va. Parce que c'est pour ça que j'avais un minage JSON.dom YAML load. Yaddle est la plus forte, c'est une Jedi. Le JSON, c'est pour les programmes. Le YAML, c'est pour les êtres humains. Ouais. Qu'est-ce que t'as pas compris, Mister Slayer? Mais effectivement, c'est une bonne remarque, Manu. Alors, en gros... Alors, je voudrais juste vérifier que... C'est bien ce qu'on avait fait. Non, il n'est pas content. Invalide indirect expansion. Name, invalide indirect. Ah, mais oui, mais c'est parce que j'ai pas mis le nom de... J'ai pas mis le nom, le bon nom. Voilà. Donc je peux revenir ici et faire ça. Voilà. Et voilà, ok. Donc là, de toute façon, on n'a pas eu de mise à jour du fichier, mais au moins, on a... Et maintenant, si jamais je fais... Est-ce que j'ai mis FQDN dans le lot? Zone FQDN TTL. Allez, on va faire ça. Et on va s'assurer que maintenant le truc dit... Int 71, config opt unbound variable. Ah, donc en fait, il se fait envoyer bouler. Il se fait envoyer bouler dès ça, en fait. Et issue une unbound variable. C'est fou, ça. Et Manon qui nous dit, si un jour je code une librairie JSON pour Bash, j'appellerai ça JSON JSON Bonded Shell. C'est pas mal. Franchement, Manon, bravo. Elle est valide. Elle est valide. Ouais, la meilleure de 2023. Mister Slayer, je vais te répondre. Je voudrais juste d'abord regarder... Est-ce que j'ai moyen... J'ai pas de modérateur dans les parages. Ah, j'aurais voulu voir s'il n'y avait pas moyen de te filer des points de chaîne, mais je vois pas dans l'interface comment le faire. Donc, je vais pas m'embêter plus longtemps sur ça. Mais par contre, je vais épingler pour la soirée le message. Parce que franchement,
Franchement. Allez. Hop. Parce que franchement, je crois que c'est la blague de la soirée. T'as déjà 30 000 points de shell. De shell. Ah, pas mal, pas mal. Elle est magnifique celle-là aussi. Bravo, bravo. J'aime beaucoup. Je me suis rendu compte qu'en plus la blague, c'est que j'avais voulu faire joujou avec les points de chaîne, mais j'ai pas l'impression que ça ait marché, parce que je voulais mettre des trucs, notamment, je sais plus si je crois que ça faisait un moment que j'en avais parlé, par exemple, de challenge ou des trucs comme ça, et notamment, par exemple, imaginez que pour un certain nombre de points de chaîne, par exemple, vous savez que je suis habituellement sur un clavier US, donc un clavier QWERTY en layout ANSI, donc j'ai la petite touche entrée. Et ce que je me disais, c'est que ce serait marrant que, par exemple, pour une certaine somme de points de chaîne, on m'oblige à repasser sur un clavier en français. Ça pourrait rendre les choses un peu plus drôles. Mais faudrait qu'il y ait genre beaucoup de points de chaîne à dépenser pour ça, parce que sinon, vous allez passer les streams à me faire switcher de clavier. Et ce serait pendant un temps relativement limité. Bah, non, en fait, The, c'est juste pour qu'il y ait un petit peu plus d'interaction, en fait. Et aussi pour que les points de chaîne servent à quelque chose. Mais en fait, c'est pas forcément une question de masochisme, c'est que je pense que c'est intéressant de garder, entre guillemets, la double compétence, taper sur un clavier français et taper sur un clavier anglais. Tu remarqueras que je ne parle même pas de clavier de Dvorak. Hein. Donc, nous en sommes au... celui-là. Hop, c'est bon. Et donc, en fait, la blague, c'est que non, il me... Oui, je voulais quand même... Bon, on va le re... En gros, il shrink que config opt unbound variable. Donc en gros, est-ce que tu perds réellement la compétence ou juste elle descend en level et donc besoin de plus de temps pour s'y remettre? Écoute, pour être complètement transparent avec toi, ça fait combien de temps que je suis passé en clavier US? Alors toi t'as assisté entre guillemets à mon passage en clavier US. J'ai dû faire ça aux alentours donc de 2018. Et en fait, aujourd'hui, j'ai encore des moments, alors que pourtant, j'ai des laptops qui sont encore en AZERTY. Malgré ça, j'ai encore des fois des difficultés avec le A et le Q que j'inverse régulièrement, le W et le Z aussi, et le M et le point virgule. Donc je pense qu'aujourd'hui ça peut être au-delà du fait que ça peut être amusant en live. J'arrive toujours à taper sur un QWERTY si besoin, pourtant ça date possiblement parce que les claviers sont trop proches. Possiblement. Donc pour moi oui, il y a un intérêt. Il y a un intérêt. C'est qu'aujourd'hui, moi je fais figure quelque part d'exception à mon entourage en étant en clavier américain. Et je ne parle pas forcément d'entourage professionnel. Tu rencontres un problème similaire, tu es sur Mac et sur Linux, Windows et Oui, tout à fait. Mes machines, mes machines en clavier français que je peux pas modifier, c'est typiquement des MacBook Pro. Et effectivement, j'ai en passant de... Tu crois que je fais pas par rapport à tout mon entourage pro et perso?
Ça oblige. Non, mais franchement, c'est... Voilà. Donc je me dis que ça peut être amusant et ça peut être intéressant de pouvoir, j'ai envie de dire, développer la capacité comme ça de switcher de type de clavier. Donc, la problématique maintenant à laquelle on est confronté, alors, est-ce que je la résous, est-ce que je la résous pas? Là est la question, mais vu qu'on s'est embêté à faire des messages d'erreur propres, c'est le fait qu'ils disent que ça c'est une variable unbound. Au lieu de balancer le message en disant la variable elle est absente. Ou alors, ce que je fais, c'est que j'initialise toutes les variables. J'initialise toutes les variables et je vérifie si elles sont vides. Et pour les variables vides, où ça me gêne qu'elles soient vides, je dis, eh ben, il faut qu'elles soient autre chose que vides. Merci Manon pour l'explication à Mr. Slayer. Tu veux un défi, mets ton clavier en japonais et ton interface user en russe. Non mais Manon, y a une différence entre challenge et vraiment chercher les ennuis. Là c'est juste une question de challenge. Enfin oui, mettre l'interface en japonais ou en russe, oui, ce serait vraiment... Ceci étant, je sais que ça m'est déjà arrivé une fois ou deux d'avoir à taper sur un clavier en Dvorak. Je tairai le nom du propriétaire du clavier en question. J'ai galéré. J'ai cherché... J'étais vraiment en mode j'appuie sur la touche, ça fait ça à l'écran, j'appuie sur la touche, ça fait ça à l'écran. Parce que forcément, en plus la blague, c'était que c'est un clavier US configuré en Dvorak. Donc, ce que je voyais sur les touches ne correspondait pas à ce qui s'affichait à l'écran. Alors, je ne parle pas de la config au sens configuration générale, mais je parle juste de mettre à jour la zone. Voilà, c'est ça. Je veux juste modifier des entrées DNS. Je pense que je vais faire ça, en fait. Bah, en fait, si, c'était le tien. J'ai jamais fait gaffe qu'il avait la double impression. Je regardais mal. Je me suis... je me suis fait du mal tout seul. Ah là là. Je sais pas si tu as encore le clavier en question sous la main, mais pour le coup, je te réclamerai une photo du clavier en privé. Hein. Bref. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais initialiser les variables. Et je vais juste vérifier qu'elles soient vides ou pas. Ouais, on va faire ça. Allez. Hop. Les claviers MX Keys de Logitech pour PC sont bien car ils ont les touches PC et les touches Mac. C'est pratique, alors que les claviers Mac n'ont que les touches Mac. Alors Manon, j'avais cru voir à une époque qu'il y avait un moyen d'installer le mapping Apple sous Windows. Alors, voyons voir ça. Puisqu'on est encore au passage en train de parler de clavier. Oui, donc c'est bien le Kinesis Advantage. Et il a les... Ok.
Ok. En tout cas, une chose est sûre, Manon, sous Linux, tu as le mapping Apple. Hein. Selon les distribs, tu peux voir. Ouais. Et sous Windows, je crois il existe un mapping. Ou alors, de toute façon, il existe des programmes. Il existe des programmes pour ça. Alors oui, effectivement, Bootcamp t'installes le mapping quand tu as un Mac Intel. Mais je sais pas s'il y a moyen, genre, de juste récupérer le driver clavier en séparé. Je sais plus. Parce que moi, j'ai un clavier Apple USB. Et j'avais eu la petite blague. Mais oui, effectivement, on voit. Je vais voir si je peux pas ouvrir l'image d'un menu en réglé. Non, moi non plus. Enfin, j'en ai pas là sous la main immédiatement. Faudrait que je reboote mon PC, qui n'a pas rebooté sous Windows depuis des lustres. Enfin, si, j'avais fait un test sous Windows au moment de déplacer, au moment de déménager le bureau dans cette pièce. Mais oui, effectivement, on voit qu'il y a des petites. Ok. Bon bah j'ai mal. Ah non, attends, c'est. Alors attends, tu parles bien, par exemple, là sur le cul, il y a le double quote. Tu parles bien de ça, hein. Ils auraient pu mettre un petit écran au milieu du clavier pour en faire un Raspberry Pi 400. Oui, remarque qu'il y a quasiment la place. C'est peut-être un DIY possible, mettre un Raspberry Pi dans un clavier Kinesis. Donc ouais, ok, donc j'ai mal en bas à droite, tu as le code Dvorak. Ok. Ok, et ben je... Effectivement, je n'y ai pas prêté attention. En gros, US, en petit dans l'autre coin, Dvorak. D'accord. Et ben écoute, j'aurais dû mieux regarder à l'époque. Il doit faire mal aux doigts ce clavier. Et j'imagine que si The le prend, c'est que ça lui convient. Personnellement, c'est pas mon trip. Mais j'ai des petites mains. Donc bon. Hop. The, il est comme nous, il est informaticien. Ouais, on peut voir là hein, sur l'image d'illustration que ouais, c'est vraiment fait pour être. Voilà. C'est pour avoir une position naturelle relaxée. Ok. Alors, je vous avoue que je ne sais pas trop comment. Et puis en plus c'est du Cherry Mix. Après, je suis tenté de dire que c'est une question de confort et donc c'est quelque chose qui est assez personnel. Faut pas oublier que même s'il y a effectivement, j'ai envie de dire des choses communes. On peut avoir des gens qui sont plus sensibles. Visiblement, The nous signale que voilà, sur un clavier classique, il a rapidement mal au poignet, donc ce genre de clavier est beaucoup plus agréable pour lui. Après, effectivement, peut-être que pour des gens qui n'ont pas de soucis de poignet, ils voient ça comme quelque chose d'inconfortable. Il fut une époque où, alors je crois que c'était Microsoft, et je pense qu'on en voit aussi ailleurs, qui faisait des claviers où effectivement on avait les choses qui étaient séparées. Donc pour des gens qui avaient notamment des grandes mains, c'était pratique. On avait vraiment alors pas un clavier en deux morceaux, ça existe aussi, mais c'était vraiment, il y avait une séparation, il y avait un espace vide entre la moitié gauche du clavier et la moitié droite du clavier. Et j'ai remarqué que les gens qui utilisaient ça, c'était typiquement les gens qui avaient des grandes mains.
Alors Manon, je pense qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est régulièrement enlever toutes les touches et puis passer un coup. Donc, revenons à mon système. Alors, hop. Donc, une fois que ça c'est bon, on va revenir ici et finalement, on va faire donc si on a 0 dans config opt if oups, j'ai oublié hop then fi hop echo on va faire plutôt die et donc on va dire ah bah non, il faut que ce soit point d'exclamation, que je suis bête. Hop là. Hop. Voilà, donc là normalement si je reviens ici et que je fais on va enlever le TTL. Voilà. Alors là par contre il me met un non, c'est parce qu'en fait je me suis trompé. Hop, on retente. Voilà, TTL unconfigured options. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc finalement on a nos sanity check. On a nos sanity check et ah oui c'est vrai que le dry run, il faudra peut-être l'implémenter un jour. Mais je pense que globalement, à part... c'est un peu la même chose, so it's easier to throw an error. Ok. Bien, bien, bien. Donc ça c'est cool. Je pense que je vais committer ça. Ce sera déjà pas mal. Il va falloir par contre celui-là. Celui-là qui est l'exemple. Et je vais juste m'assurer qu'on a bien les... Bien ce que je me disais. On a... Hop, celui-là, ça sert à rien. Et je disais pour les mettre dans le bon ordre, IP, key file, DNS, zone. Voilà, TTL et les... ok, donc... Hey Manon, merci beaucoup, c'est très gentil.
C'est très gentil de renouveler ton abonnement. Merci pour ton soutien. Ça fait super plaisir. Manon qui en plus en est à son 10e mois. Et tu t'es réabo pour 6 mois. Merci, merci, merci beaucoup. C'est trop chouette. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a atteint les objectifs. D'ailleurs, du coup, tu dois être la 11e. Ouais, c'est ça. On a réussi à dépasser l'objectif des 10 subs. Ah oui, effectivement, ouais, profitez-en dans ce cas-là. Si jamais... Tiens, ouais, est-ce qu'on peut changer? On va faire terminer l'objectif. Voilà. Et gérer les objectifs. On va faire nouvel objectif, peut-être. Hop. Voilà, on va laisser l'objectif à... On va le mettre à 15, tiens. Allez. Tac. Voilà. Non mais c'est super, merci beaucoup Manon, ça fait super plaisir. En plus, ça va permettre de, justement... il faut que je regarde, parce qu'avec la... je dis pas que je suis en train de devenir riche avec la Twitch Money, hein, loin de là. Mais j'ai toujours dit que ça me servirait justement pour faire des choses, pour du contenu, pour le Home Lab justement. Et faut que je vois, puisque j'ai... pour le Home Lab... le Home Lab est donc un serveur, enfin un serveur, un PC avec une carte mère biprocesseur, et pour le moment j'ai un Ventirad que pour un des deux processeurs. Donc je pense que la Twitch Money va me servir pour pouvoir justement acheter le deuxième Ventirad. Donc je vais pouvoir mettre deux processeurs dans le Home Lab, qu'il faudra d'ailleurs que je rapatrie dans ce bureau là, mais ça c'est une autre paire de manches. Donc merci infiniment pour ton soutien, Manon, à nouveau. Je disais commit. Tu pourras ainsi installer Red Hat Linux Enterprise Data Center. Alors, pour la blague, hop. Planqué en arrière-plan. Planqué en arrière-plan. Nous avons des DVD d'OpenBSD. Et j'aime beaucoup le petit détail. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a bien écrit Made in Canada. Hop. Bah justement, figure-toi Manon que j'en ai une. Et elle est encore sous scellée. Elle n'a jamais servi. Et c'est une de RHEL5 serveur. Ouais, on est à la 9. Et pour l'anecdote, voilà, il y a même... alors là, je vais me faire taper dessus, mais... Alors pour l'anecdote, regardez bien, hein, c'est une version d'évaluation. Alors non, il est pas sous blister, hein, il est ouvert. Il est ouvert celui-là. Tu quittes le live. Non mais attends Mister Slayer, j'ai aussi des vieux CD de Linux aussi. J'ai des vieilles distribs, je dois avoir encore une Mandrake 8 qui arrive. C'est vrai, hein, je crois que j'ai gardé mes CD de Mandrake 8.0 en plus. Donc, à la base, moi je voulais faire des commits, des messages de commits. Tiens, je vais peut-être rajouter un point... je vais peut-être rajouter... J'ai pas un point Gitignore.
Non. Bah, on va l'ajouter. Donc déjà, on va dire ddns.key. Peut-être faire même étoile.key en fait. Ensuite, celui-ci. Et le nsupdate.txt, je pense que c'est un truc que je peux effacer normalement. Oui. Voilà. Hop. Et on va faire étoile tilde aussi parce que on sait jamais. Hop. Bon, je te pardonne car c'est la version serveur, mais attends, ne sort pas une version. Non, non, Windows Millennium, faut pas exagérer. J'ai échappé à ce Windows là. Tac. Donc, allons-y. Remarque, je vais faire un commit juste pour le git ignore. Git ignore, donc ça c'est fait. Tac. Ensuite, tu l'as supprimé ton compte. Tu l'avais pas déjà recréé? Parce que je crois que tu m'avais déjà fait des PR sur un autre projet, non? Et on va faire un git add dns updatebot.sh et dns rc.example. Qu'est-ce qu'on a eu comme modif? C'est un peu overkill, oui. Oui, j'avoue, c'est l'overkill. J'aurais pu attendre de faire mes 2 commits pour push. Voilà, oui, c'est ça. Le chapitrage de cours Linux, tu m'avais fait une PR. Sur celui-ci, qu'est-ce qu'on a fait comme modif? Non, mais il n'y a pas de souci, Manon. T'inquiète, je comprends quand tu écris MR ou merge request. J'ai fait du GitLab, moi aussi. Hein, j'en ai fait du GitLab. Donc, on a rajouté des sanity checks. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et un peu de clean-up, finalement. Je sais que le message va pas être ouf, mais... Hop. Et là, on push. Voilà, voilou. Je vais faire un truc auquel j'ai pas forcément pensé tout à l'heure, et d'ailleurs j'aurais peut-être dû le faire avant de commit push. Ouais. Effectivement, j'aurais peut-être dû le faire avant, tant pis, on va se rajouter un commit. Alors. Qu'est-ce qu'il aime pas? DNS update bot source shell check can't follow non-constant source use directive to specify location. Bon, ça, on le verra. De toute façon, normalement, il m'indique tous les trucs. Voilà. Copier. Alors, je sais pas si tout le monde connaît shell check ici. Alors. Ah bah, parfait. Hein. Hop. Alors, c'est... Non, c'est là. Hop. On disait ligne 100. Tac. Comment ça, ligne 100 il... Info, double quote, tout prévent... Ah non. C'est avant.
Ligne 65. Et ligne 65. Hop, on va dire. Source. Et le fichier s'appelle DNS update bot rc.example. Voilà. Ligne 86. Sauf que j'ai rajouté une ligne, donc ça va être 87. Et qu'est-ce qu'il y a sur le curl? Alors déjà, il faut que je rajoute des doubles quotes pour empêcher le globbing. Il faut que je fasse ça sur chaque variable. Ok, je comprends. Tac. Si tu... Bah, tu veux du word... Effectivement. Ah. Oui, effectivement, je veux du word split vu que... Alors, je veux pas forcément du word split partout. Je le veux sur le curl OPTS. Mais voilà. On s'est compris. Donc, ici, à cet endroit, on va redescendre. On a la recommandation pour le word splitting. Tac, tac, tac. Exception. Parfois, on veut effectivement. Et en fait... Ouais. Donc en gros, ce qu'il est en train de me dire, c'est que dans certains cas de figure... Ah, en fait... Alors on va tester, tiens, on va tester. Si je comprends bien... Il faudrait que les options de... Ah oui, alors, les options ici, les curl OPTS, si je comprends bien, il veut que je fasse ça. Non, hop. C'est ça, hein? Bachisme passé par un tableau. Alors, a priori, pour lui, c'est compatible bash, KSH, ZSH. Et en KSH 88, il faudrait plutôt utiliser ça. Ouais. Ouais, ça me fait un peu suer, je t'avoue. Je t'avoue que là, pour le coup, j'ai très envie d'aller faire un shell check ignore, là. Hein. J'ai très envie de faire un shell check ignore. Ouais. Hop. Disable égale ici. Allez. Et ce sera le SC 2086. Tac. Some word splitting. Normalement, c'est juste pour une ligne.
Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer... Non, je vais pas faire un vieil. Voilà. Ligne 103. Double quote à nouveau sur query file. Alors, est-ce qu'on le... Non, effectivement, celui-là... Ensuite... Ligne 112. Oui, à nouveau query file. Donc celui-là... Bah même key file, en fait. Ah tiens, par contre, keyfile, il était pas... ça l'embêtait pas. Tiens, c'est bizarre. Ah si... attends, query file. Ouais. Et c'est tout. Donc là, normalement... Ok, on est bon. J'aurais pu... comment dire? J'aurais pu amend mon commit précédent et push moins force, mais j'aime pas. J'aime pas push moins force. De fait, nous avons... hop, notre... je pense qu'il faudra que je rajoute des trucs pour faire du shell check automatique. Ok. À un moment, il faudra peut-être que je mette à jour le readme et que je mette un truc propre, mais peut-être pas ce soir. Je pense qu'on a bien avancé, là, globalement. C'est déjà pas mal. Maintenant, j'ai un script qui fonctionne à peu près. C'est un script que je serais presque tenté de mettre sur ma machine, justement, qui a une IP dynamique. Je pourrais remplacer mon... je pense qu'il y a assez d'amélioration pour que ça se défende de le mettre à la place du proof of concept. Par contre, on a quand même encore pas mal de choses à voir, puisque on a dans les on va dire les fonctionnalités à implémenter, on a encore le dry run. On a encore l'IPv6 et on a aussi justement le fait que il balance l'info, NSUpdate balance les trucs sur la sortie standard. Ça, à mon avis, il y a juste à faire un renvoi vers devnul. Mais je pense qu'on pourra le faire. On pourra le faire une prochaine fois. Voilou. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je suis bien content de refaire un petit peu de script shell de temps en temps. Je suis assez content de... Je vous avoue que ça reste le truc vers lequel je reviens toujours. Ce qui est peut-être d'ailleurs à la fois... Enfin, oui, quelque part, c'est une zone de confort. Mais il y a des fois, je me demande si je devrais pas provoquer le query file a besoin d'être un fichier où il y a moyen de l'avoir en stdin. Le query file, c'est une bonne question. Le query file, c'est un mktemp. C'est un mktemp et si je fais un petit... hop, si on revient ici, que je fais un man NSUpdate, est-ce qu'il y a moyen de... ce qu'il dit, là il y a bien écrit file name.
Parce que c'est vrai que s'il y a moyen de lui balancer... Input format. Ah, on peut lui balancer stdin. On peut lui balancer stdin. Alors tu sais quoi, The? On va faire un truc. On va appeler ça roadmap. Donc nous disions donc dry run IPv6 et c'est une bonne question, The. C'est une bonne question. Il y en a plein des langages qu'il faudrait que je prenne ou que je reprenne. J'en ai 3 en tête. Faudrait que je reprenne Python. Vraiment. J'ai perdu tout ce que j'avais appris en Python. C'est triste. Go. Go, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être très utile. Et Ruby. Donc, dry run, IPv6, feed stdin to NSUpdate et send NSUpdate std out to /dev/nul. Hop. Alors, ce serait pas forcément une question d'admin. Je vois 2 utilisations à Ruby. La première, c'est que ça me permettrait de lire le code source du site internet linuxaffaires.org, qui fait en Ruby on Rails. Donc ça me permettrait de, par exemple, de relire des PR, typiquement. Et il y a un système de, enfin il y a d'autres usages, mais là comme ça j'ai un peu oublié, mais je pense en priorité à LinuxFR. Ouais, mais je pense que ce sera pas mal d'en écrire pour pouvoir ensuite en relire. Là, tu relis des PR en Go, mais tu n'en écris pas encore. Ok. Voilà, comme ça, on a une roadmap et on va pouvoir. Tiens, d'ailleurs, j'aurais peut-être pu rajouter dans la roadmap écrire le readme. Bien, cette fois-ci, on va pouvoir y aller. Manon, si tu es encore là, eh bien, bonne soirée à toi aussi, bonne nuit même. Nous, on va aller rendre une petite visite à Nidouille si elle est toujours là. Et oui, elle est toujours là. Bon, eh bien, comme d'habitude, bonne soirée à toi aussi, The. Restez encore quelques instants, au moins pour le raid vers Nidouille. Comme d'habitude, hein, vous connaissez les trucs. Je stream habituellement 2 fois par semaine, le jeudi soir et le dimanche soir. Le jeudi de 20h à 22h. Alors aujourd'hui, j'ai démarré un peu en retard, donc je termine un petit peu après.
et le dimanche plutôt de 18h à 20h. En ce moment, pour le mois de septembre, on se concentre principalement sur ce projet de DNS dynamique et de script shell. À partir d'octobre, le processus habituel, je suis tenté de dire, qui est d'essayer d'avoir un projet différent les jeudis et les dimanches, devrait reprendre son cours. Modulo, comme d'habitude, les petites blagues à base d'astreinte. Voilou. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée, à vous donner rendez-vous dimanche à 18h. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.